Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Alors, comme vous le savez, la santé est un véritable sujet, c'est un véritable parcours du combattant qui implique les patients, les médecins et parfois des polémiques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans cette nouvelle édition le docteur Frank Ziger, qui est un médecin référent en santé du mouvement politique citoyen et auteur engagé sur les questions de déontologie médicale. Alors, pourquoi on le reçoit? Eh bien, fin décembre, une phrase prononcée par le docteur Mathias Vargon, chef du service des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, sur un plateau de télévision, a provoqué une très vive polémique. Il a dit: on ne reçoit pas à l'hôpital, en faisant référence aux personnes de plus de 65 ans non vaccinées contre la grippe. Et le docteur Ziger a répondu. Et je propose de l'accueillir afin qu'il nous explique exactement pourquoi il a fait ça. Bonjour, docteur Ziger, et merci beaucoup de nous donner de votre temps. Quand vous avez entendu le docteur Vargon, un de vos confrères, dire qu'on n'allait pas soigner les plus de 65 ans, qu'est-ce qui est passé dans votre tête? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Bonjour, effectivement. Donc, quand on entend effectivement quelqu'un qui travaille à l'hôpital et qui dit on ne les reçoit pas s'ils ne sont pas vaccinés, on est forcément choqué parce que ça ne correspond absolument pas à la pratique médicale. C'est comme si on ne recevait pas les diabétiques parce qu'ils mangent du sucre, les problèmes d'infarctus parce qu'ils ont mangé du cholestérol, c'est bien de leur faute. C'est une attitude qui n'est évidemment pas acceptable. Donc, la logique dans ces cas-là, c'est de signaler au Conseil de l'ordre. Normalement, le Conseil de l'ordre est censé organiser une conciliation pour qu'effectivement les deux parties s'expliquent et s'entendent. Le problème, c'est que le docteur Vargon est ensuite passé sur un autre média qui s'appelle RTL. Et j'attendais de sa part, effectivement, qu'il dise, bon, ben, ma parole a dépassé ma pensée. Il est évidemment hors de question de discriminer les gens à l'entrée de l'hôpital. Et puis, on serait certainement passé à autre chose. Le problème, c'est que quand il passe sur RTL, le docteur Vargon, il persiste. Il dit qu'il est pour l'obligation vaccinale contre la grippe. Et là, on se retrouve dans le même débat qu'on a connu lors de la Covid, avec les obligations, les contraintes aux soins qui sont non déontologiques, puisque le patient doit consentir à un soin après une explication honnête. Et là, on est sur j'oblige. Alors pourquoi obliger, c'est un problème. Obliger, ça suppose déjà que le produit ait une efficacité. Et malheureusement, c'est les organes publics qui nous disent effectivement que la vaccination grippe cette année chez la personne de plus de 65 ans, c'est 26% d'efficacité. Un placebo, c'est 30%. Donc on a déjà un produit qui n'apporte pas ce qu'on attend en termes d'efficacité. Et ensuite, l'autre souci, c'est qu'une obligation, quand vous mettez une obligation, que ce soit au niveau médical ou au niveau de la sécurité routière, de tout ce que vous voulez, c'est qu'il y a une obligation, ça veut dire qu'il y a une sanction. Donc, on se met tout de suite à imaginer quelle va être la sanction. Donc, la sanction pour les professionnels de santé, le docteur Vargon l'a déjà exprimé lors de la Covid, c'est on suspend. C'est-à-dire qu'on met ces gens dehors du système de soins, comme si on avait suffisamment de soignants pour se permettre de s'en passer parce qu'ils ne veulent pas être vaccinés contre un produit qui ne marche pas très bien. Donc, la sanction pour le professionnel, c'est exclusion, sans aucun droit. On a vu ce que ça a donné, c'est absolument scandaleux. Et maintenant, les gens doivent se poser la question, la sanction pour moi, citoyen, c'est quoi? Eh bien, le docteur Vargon vous le dit, vous serez exclu des soins, c'est-à-dire que vous cotisez à la sécurité sociale, mais comme vous n'avez pas été un bon citoyen puisque vous n'avez pas fait le vaccin, on vous refusera à l'hôpital. Il faut juste expliquer les gens ce que ça sous-entend. C'est l'exclusion. On n'est plus sur le pass vaccinal, c'est l'exclusion des soins. Donc c'est évidemment inacceptable. Et donc la plainte a été déposée au Conseil de l'ordre et elle est maintenant renforcée par cette nouvelle apparition dans les médias. Docteur Ziger, en plus, quand on regarde les réseaux sociaux, on voit que vous vous faites étiqueter, vous vous faites traiter de tous les noms, alors qu'on le sait très bien, quand même, le citoyen est souverain sur sa santé, il devrait être souverain aussi dans le cadre de la nation, mais on voit bien que dans le cadre du droit fondamental à l'autonomie, la souveraineté sanitaire, la souveraineté sur sa santé est un peu affectée. Quand vous vous faites traiter de tous les noms, antisémites, anti-vax, anti-science, comment vous réagissez en plus? Ouais, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on défend la liberté de l'individu de consentir à un soin, c'est-à-dire qu'on respecte son code de déontologie, et on se fait effectivement de traiter de tous les noms, le plus caractéristique étant anti-vax. Alors, anti-vax, ça me fait doucement sourire, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont autant vacciné que moi dans leur vie. Ça a commencé
lorsque j'ai fait mon service militaire en Chine, je vaccinais toute la population française de Chine contre l'encéphalite japonaise, un vaccin que j'ai acheté au Japon. Ensuite, j'ai vacciné toute ma vie lorsque j'étais en cabinet médical. Et récemment, j'étais le seul médecin d'un centre de vaccination où aucun collègue ne voulait y aller parce que les vacations étaient très, très mal payées. Donc, la notion d'antivax me fait sourire, d'autant plus qu'elle vient de la part d'un médecin hospitalier qui travaille aux urgences. Et reconnaissez que ce n'est pas aux urgences qu'on vaccine les gens quand même. Alors oui, c'est pas aux urgences qu'on vaccine les gens, mais en fin de compte, si jamais on fait un tri et qu'on utilise ces éléments-là pour trier les patients, c'est certain que ça entraîne une certaine discrimination au-delà des étiquettes. Quand le docteur Vargon va sur RTL, il n'a pas de contradicteur, il n'a pas un individu qui vient lui donner, on va dire, le change, et le journaliste ne semble pas remettre en cause ce qu'il dit. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments à ajouter? Parce que j'ai vu en plus qu'il y avait une certaine polémique autour de l'efficacité du vaccin sur la grippe. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ben, dans une époque pas très éloignée, quand un médecin se prononçait pour un produit qui n'était pas validé, on le traitait de complotiste. Donc là, je constate qu'effectivement, RTL donne la parole à un complotiste, puisque c'est un vaccin le vaccin de la grippe n'a pas prouvé son efficacité, et la HAS déconseille effectivement l'obligation vaccinale, et on a quelqu'un qui vient sur les antennes nationales dire que c'est ce qu'il veut. Souvenez-vous, il y a 5, 6 ans, dans la même situation, on était traité de complotiste. Mais bon, les choses évoluent. Ensuite, on est sur quelqu'un qui dit je veux, vaccinez-vous. Alors, on pourrait s'attendre effectivement à ce que cette personne soit parfaitement au courant de l'efficacité du produit. Et on se rend compte dans les échanges sont publics sur Twitter, hein, c'est qu'effectivement, quand on lui dit mais le vaccin, il fait que 26% d'efficacité, ben, le fameux docteur Vargon qui veut vacciner tout le monde, ben, il n'est même pas au courant. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit prouvez-le. Et son contradicteur lui sort les chiffres officiels d'agences gouvernementales. Et là, il n'y a plus personne. Donc, on est sur quelqu'un qui dit vaccinez-vous, vaccinez-vous, alors qu'effectivement, il ne connaît même pas l'efficacité du produit. C'est une médecine paradoxale, c'est-à-dire que c'est comme si moi je prescrivais des médicaments, que les gens me demandent pourquoi, et que je leur dis ben, je ne sais pas, mais on m'a dit de le faire. Ça ne marche pas comme ça. Dites, dans le cadre du serment d'Hippocrate, est-ce qu'il n'y a pas un devoir de se former, une forme de devoir de réserve quand on se prononce sur ce genre de choses? Donc, c'est-à-dire qu'avant d'aller sur un plateau de télévision, n'a-t-il pas une forme d'obligation? Je pense aussi que c'est un personnel hospitalier, donc il devrait s'imposer aussi, on va dire, les directives au personnel hospitalier administratif. Est-ce qu'il ne devrait pas au moins se former? Est-ce que le journaliste, pour vous, ne devrait pas lui donner le change en lui disant, mais quelles sont vos sources? C'est normalement d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc la première phrase que doit prononcer un médecin quand il est invité sur un média, c'est qu'il n'a pas de conflit d'intérêt. Donc déjà, je peux vous dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et ensuite, effectivement, quand on fait des annonces aussi fortes qu'il faut vous vacciner, sinon je vous refuse, on attend quand même que de la part du médecin qui dit ce genre de choses, qu'il ait un minimum de connaissances. Eh bien, malheureusement, on constate qu'effectivement, il ne sait même pas, à date, quelle est l'efficacité du produit. C'est pas acceptable. Je crois que dans le code du déontologie, on n'est pas loin du charlatanisme quand on fait la promotion d'un produit qui n'a pas prouvé suffisamment de choses. Et que ça vienne de gens qui nous ont fait pique-pendre à propos de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine en disant qu'il est absolument scandaleux d'utiliser un produit qui n'avait pas prouvé son efficacité, le retournement de tendance est assez amusant, pour ne pas dire triste. Et alors, j'ai vu aussi que vous avez fait une demande de droit de réponse à RTL parce que, en fin de compte, le docteur Vargon, ben, il n'a pas de contradicteur, il est là, et puis, quelque part, il a l'air de se glorifier d'avoir reçu quelques 500 plaintes et d'avoir été le médecin ayant le plus de plaintes. C'est quand même pas, j'imagine, votre volonté d'avoir ce nombre de plaintes, d'encombrer le Conseil de l'Ordre. J'imagine que votre volonté est de soigner les patients avant tout et de s'assurer qu'il y a une forme de confraternité avec vos confrères. Tout à fait. La plainte, elle vient de moi au départ. Je communique sur les réseaux, effectivement, que je porte plainte, mais sans imaginer autre chose. Et en fait, je me rends compte que énormément de gens avaient envie de dire stop à cette médecine autoritaire. Donc, moi, j'ai mis une petite étincelle sur une brindille et ça a pris effectivement énormément d'importance puisque une députée européenne a relayé la plainte, le député du département a relayé la plainte, de nombreux partis politiques, chefs de partis politiques,
de nombreux citoyens, en message privé de nombreux médecins et en message privé également même des membres du Conseil de l'Ordre qui disent ça suffit, merci de l'avoir fait. Donc je crois qu'on est simplement à un moment où on s'est coltiné 5, 6 ans de médecine autoritaire où votre liberté de consentir à un soin a été bafouée et que les gens en ont marre. Donc moi, je ne suis qu'une petite étincelle, hein, je n'ai pas plus de rôle que ça, mais il y a surtout un ras-le-bol. On ne peut pas continuer à soigner les gens comme ça, par autorité, sous la contrainte, ça mène nulle part. Ça mène que les gens n'ont plus confiance. Et quand vous perdez la confiance en médecine, vous perdez vraiment beaucoup en qualité de soins et en efficacité. Quand les gens vont tous faire des faux, vont échapper au vaccin, vont aller à l'étranger pour faire des faux papiers, on n'aura rien gagné dans l'histoire. Donc il faut vraiment réinstaurer de la confiance. Et la confiance, ça se passe dans le colloque singulier entre le patient et son médecin et la liberté totale des actes du médecin par rapport à son patient, puisque c'est le patient qui va décider s'il veut le faire ou pas. C'est pas l'État qui doit décider si on doit être vacciné ou pas, si on doit prendre tel ou tel médicament, si on doit manger du sucre ou pas. C'est pas à l'État de faire ça, c'est pas son job. Il y a un médecin, il y a un colloque singulier, le patient choisit son médecin, et ce qui se passe entre lui et son médecin, c'est du privé, c'est du secret médical, et ça doit rester comme ça. Docteur, juste, étant donné que vous avez quand même un rôle important au sein du mouvement politique citoyen, je me permets de vous poser des questions sur ce qui se passe aux États-Unis avec Robert Kennedy, puisque lui-même est traité de complotiste, il est traité d'antivax. Et je pense que quand on regarde la démarche qu'il fait, ce n'est pas un médecin, lui, il est quand même ministre de la Santé, il essaye de restaurer cette confiance, il essaye de mener la transparence, de reconquérir le débat scientifique, c'est-à-dire de redonner la parole et aussi d'instaurer aux médias cette culture du doute, cette culture de la critique, cette culture du débat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous regardez ce qui s'y passe? Est-ce que vous êtes de l'avis de ces médecins de plateau de télévision qui traitent ces politiques d'antivax à tout va? Kennedy, effectivement, il fait quelque chose d'insupportable pour beaucoup, c'est qu'il demande effectivement à ce que tous les produits pharmaceutiques soient testés de la même façon. Et le seul test, c'est je prends mon produit, je prends un groupe placebo et je regarde ce que ça donne. On n'a pas fait mieux. Donc, il demande effectivement à ce que tous les produits, y compris les vaccins, qui n'ont jamais été testés en vie réelle, on n'a aucune étude sur les vaccins qui sortent. La preuve, c'est que la grippe, on découvre après coup effectivement son efficacité. Donc la demande qui est, on teste un produit avant de le mettre sur le marché, si ça c'est du complotisme, ah ok, je suis complotiste sans aucune hésitation et j'en suis très fier. L'autre travail de Kennedy, c'est effectivement de remettre en cause cette malbouffe. Il est persuadé, et je pense qu'il a raison, que énormément d'Américains sont malades de la malbouffe, sont malades de tous ces traitements qui sont rajoutés à la nourriture, toute la malbouffe, il n'y a pas d'autre mot. Il veut revenir là-dessus, il veut remettre de la qualité dans nos assiettes. Eh bien, encore une fois, moi, je veux bien être complotiste. Si remettre de la qualité dans nos assiettes, c'est du complotisme, alors il n'y a pas de problème, je suis complotiste. Et pour le mouvement politique citoyen, donc je suis effectivement le représentant santé, on considère qu'effectivement, la souveraineté sur notre corps est la même souveraineté qu'on veut au niveau de la nation. Ça commence par son corps. C'est-à-dire que je suis souverain sur mon corps, je mange ce que je veux, je bois ce que je veux, je m'injecte ce que je veux. Et effectivement, on va plus loin, on va jusqu'à la nation. Effectivement, la nation est souveraine, c'est elle qui décide. Quand aujourd'hui, on voit que la nation ne veut pas des accords du Mercosur et qu'une puissance supérieure, en l'occurrence l'Europe, va décider pour nous, c'est qu'on a perdu beaucoup. Quand l'État décide de qu'est-ce qui doit être injecté dans mon corps, c'est au même niveau. Je perds ma souveraineté. Donc on est sur le même combat, redevenir souverain sur soi-même, sur sa nation également. Docteur Ziger, comme on pourrait le dire, on est ce que l'on mange. Donc Kennedy, quelque part, essaye de donner cœur, de donner vie à cette maxime. Si vous aviez le mot de la fin à donner aux auditeurs aujourd'hui, parce que c'est l'habitude chez François, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de cet entretien? Que vous avez envie de faire une procédure contre le docteur Vargon ou que vous avez envie qu'ils soient en meilleure santé? L'important, c'est vraiment la meilleure santé. Donc, il faut arrêter sur la médecine autoritaire. J'ai une grande confiance dans les gens. Les gens, si vous vous mettez devant votre assiette et que vous vous écoutez, vous saurez effectivement ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Si vous êtes devant une assiette et que vous sentez obligé de la finir, vous n'avez plus faim, c'est une connerie. Vous n'avez plus faim, vous arrêtez de manger. Donc, redonnez confiance aux gens et le médecin n'est qu'un conseiller. Ça, c'est une première chose. La deuxième, effectivement, la plainte, pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut bien mettre le holà.
C'est-à-dire que rien ne semble les stopper. On devrait avoir appris de la Covid, on devrait effectivement se rendre compte, bon, OK, on a déconné, on a eu peur, et puis passer à autre chose. Non, l'histoire n'est pas finie. Donc, il faut trouver un moyen, effectivement, pour dire stop. Et le troisième message, c'est que ayez confiance dans votre médecin, sous réserve effectivement que vous soyez honnête avec lui et que vous attendiez de l'honnêteté de sa part aussi. Le médecin, il doit être libre et le patient doit être libre de se voir. On a toujours appris le colloque singulier entre le patient et son médecin, c'est exactement ce qu'on veut. Alors vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas assez de médecins. Et là, je vous renvoie au programme du mouvement politique citoyen. Il est sur le site du mouvement. On a beaucoup travaillé, il y a des solutions, on les a exposées. On veut remettre effectivement beaucoup plus de médecins sur le terrain. On veut mieux revaloriser les infirmières parce qu'on perd beaucoup d'infirmières lors des études et on veut mieux les revaloriser au niveau salaire. Et comment on fait ça? Alors, un truc très compliqué, on enlève toute la bureaucratie. On n'a pas besoin de médecins dans les bureaux, on n'a pas besoin de toujours de plus d'administratifs, on a besoin de gens sur le terrain. Et je vous assure que la médecine, on n'a pas besoin d'un ou deux fonctionnaires. Je ne dis pas que les fonctionnaires sont inutiles, mais en l'occurrence, je n'ai pas besoin d'avoir deux fonctionnaires sur mon dos pour me dire comment tenir mon stylo et quelle prescription faire. Donc, il faut réduire drastiquement la bureaucratie. Pour ça, on a une solution qui est intéressante, c'est que on enlève toutes les ARS, tous les comités Théodule, et on utilise la préfecture. C'est-à-dire qu'il y aurait une personne référente santé au niveau de la préfecture qui serait en charge d'organiser les soins au niveau du niveau préfectoral. Et enfin, effectivement, on est logique dans nos idées, c'est qu'on veut la liberté de prescription du médecin. On veut la liberté, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a plus d'obligation. Ce n'est pas l'État qui décide de ce qui est bon pour vous, c'est le médecin que vous avez librement choisi. Docteur Zager, merci beaucoup pour ces précisions. Le mouvement politique citoyen, je inviterai avec plaisir Philippe Murer pour en parler avec vous-même. D'ailleurs, il m'a envoyé le petit document que j'ai lu avec grand intérêt. C'est un document très riche. J'invite tout le monde à le lire. Comme vous l'a indiqué le docteur Zager, il est disponible sur le site. Je le mettrai aussi dans l'article, juste parce que je pense qu'il y a rien que sur l'analyse, sur le côté fond plutôt que le côté forme politique. Je pense que c'est très intéressant de voir l'analyse qui a été faite. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Zager, de nous avoir donné Rien. votre temps aujourd'hui. Merci à vous tous de nous suivre sur François. Et on suivra cette affaire, bien sûr. Je vous inviterai à venir nous en parler au fur et à mesure que le Conseil de l'Ordre délibérera ou vous convoquera. Merci beaucoup et à très bientôt sur François. Merci beaucoup. Au revoir.